Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Adrienne Breton, Philippe Deveul, René Chiche et les prix montent. Le baril de pétrole est à plus de 100 €, le blé à 344 € la tonne. Le record historique était à 313. La Russie, qui produit 40% du palladium mondial, le cours explose, tout comme l'aluminium, le nickel, le cuivre. Bref, on ne sait pas encore comment ça va se terminer, mais il y a une très grosse pression sur tous les prix, que ce soit les matières premières alimentaires, les métaux ou les produits énergétiques. D'où notre premier débat. Avec la guerre en Ukraine, craignez-vous une crise économique mondiale? Et vous êtes désormais 62,8% à dire oui. Avec nous, Pierre Bentata, économiste, président du cabinet Rinzen et cofondateur du Cercle de Belém. Pierre Bentata, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, comparaison n'est pas raison. C'est plutôt une crise de 29 ou une crise des subprimes qui nous attend, ou pas de crise du tout, hein? C'est une crise, c'est ni l'un ni l'autre, mais avant en tout cas ce qui se passait en Ukraine, notre crise elle était liée d'abord au fait que la crise des subprimes avait été mal nettoyée, ou disons qu'en tout cas on a réglé les problèmes sur le court terme, mais pas les vrais problèmes structurels qu'il y avait dans l'économie. On vous entend assez mal, Pierre Bentata. Est-ce que vous êtes sur haut-parleur ou le téléphone à l'oreille? Le téléphone à l'oreille. Ah, là c'est parfait. Ah. Donc oui, je vous disais, cette crise, elle vient de la crise des subprimes qui n'a pas été bien résolue, et puis surtout ensuite de tout ce qu'on a dû mettre en place après la crise du Covid. Et là, c'est une crise particulière. On a mis énormément d'argent en circulation, donc on n'a en fait pas vraiment perdu de pouvoir d'achat tout de suite. Mais par contre, comme on a arrêté la production, au moment où on essaye de faire redémarrer la machine, il y a un décalage très fort entre ce qu'on peut produire et ce qu'on peut acheter. Pierre Bentata, on va vous rappeler immédiatement parce que la ligne n'est pas très bonne, on vous rappelle tout de suite. Est-ce que pour vous, il va y avoir une crise économique mondiale? Tiens, les vraies voix. Tiens, alors, non, mais une crise économique mondiale, ça dépendra de la durée de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour l'instant, on en est aux prémices. Alors, effectivement, actuellement, le risque, c'est principalement par rapport au gaz naturel de la Russie. Même si la France, je parle de la France, je parle pas au niveau mondial, la France ne dépend que de 20%, je crois, du gaz naturel russe. C'est ça, à peu près. Voilà. Mais c'est alors vrai que l'Allemagne est à 55%. Voilà, exactement. Et même l'Autriche, je crois, à 65, 70%, oui. Quelque chose comme ça. Maintenant, il est vrai que ce problème de gaz naturel russe entraîne automatiquement une hausse des prix de l'engrais. Oui. Donc des prix alimentaires, oui. Donc cela crée automatiquement une poussée inflationniste. Alors au niveau mondial ou au niveau français aussi. Donc c'est ça le risque. Mais il faut savoir jusqu'à quand va durer ce conflit. Parce qu'en même temps, je me demande si on ne... C'est mon opinion, hein, et j'ai un petit peu étudié le dossier. Je me demande si quand même on ne surestime pas aussi la Russie avec son gaz naturel. Parce que la Russie, le gaz naturel, ça représente 15% de son PIB. Et son PIB à la Russie, il n'est pas énorme. C'est celui de l'Espagne. Exactement, ou du Portugal, quelque chose comme ça. Non, Espagne. Ah, l'Espagne, d'accord, ok. Très bien, cher maître Philippe, l'Espagne. donc, vous voyez, la Russie ne peut pas non plus se permettre de jouer avec son gaz naturel et de couper, par exemple, carrément l'approvisionnement mondial. Ça serait ça, le risque d'une crise économique mondiale. Mais une crise économique mondiale, je ne vois pas une crise économique mondiale avec des cohortes de chômeurs, parce qu'à mon avis, de toute façon, je pense que cette crise entre la Russie et l'Ukraine ne durera pas non plus des mois et des mois. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Bentata? C'est la durée de la crise militaire qui va faire la dureté de la crise économique. La durée va faire la dureté? En partie oui, mais vous avez raison quand vous soulevez que la Russie n'est pas un acteur économique fondamental et si important pour entraîner une crise. En fait, ce qui va entraîner la crise, c'est nos mesures de rétorsion à l'égard de la Russie. Donc plus on attend et plus on se sanctionne en essayant de les punir, mais bon, c'est une stratégie politique et militaire qui peut se comprendre. Mais dans le même temps, la vraie gravité ou la vraie incertitude, c'est qu'est-ce que vont rajouter ces mesures sur la crise qu'on n'a pas encore fini d'éponger et qui est liée au Covid. Adrienne Breton. C'est pas la première fois qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là avec la Russie. En 2014, lorsqu'ils ont envahi déjà une partie du Donbass, ou en tout cas
envoyé des milices dans le Donbass, on a mis en place des sanctions contre la Russie. Et aujourd'hui, on a une analyse rétrospective de l'impact de ces mesures de sanctions sur la croissance économique. À l'époque, elles ont été relativement faibles. Il y a eu un impact sur l'agriculture en France, vu que il y a eu un embargo en partie sur certains produits, mais qui a été finalement de courte durée. Et donc, il n'y a pas eu un impact massif sur l'économie française. L'autre point important, c'est qu'on sait qu'on a beaucoup d'entreprises françaises en Russie. Et aucune d'entreprise. Vous en savez quelque chose, je crois. Oui. Et aucune de ces entreprises n'a quitté la Russie après les sanctions. Autrement dit, ces entreprises sont restées suffisamment fortes pour pouvoir repartir une fois que la situation s'était apaisée. Donc le passé nous enseigne que ça n'a pas été catastrophique pour nous. Maintenant, il y a quand même un élément différent par rapport à la dernière fois, c'est que la Russie s'est préparée à cette situation. La Russie a anticipé le fait qu'elle voulait rentrer dans un conflit avec l'Ukraine et donc avec l'Occident, et ils ont accumulé des réserves de change pour pouvoir avoir un matelas pour tenir face à un certain nombre de sanctions. Donc c'est un véritable bras de fer économique qui est en train de s'engager entre la Russie et les pays occidentaux. Et la question, c'est qui va tenir le plus longtemps. Pour la croissance économique de notre pays, ce qui va compter, et pour les Français en fait, c'est les mesures de soutien que le gouvernement sera capable de mettre en place, typiquement sur les prix de l'énergie. Il a annoncé un blocage des prix de l'énergie, ça c'est effectivement essentiel que ça se maintienne pour nous consommateurs, mais aussi pour les entreprises. Et ça va être le soutien probablement à l'agriculture. Et puis toute la question, ça va être est-ce que les banques centrales vont relever les taux d'intérêt ou pas face à l'inflation. Et si jamais les banques centrales relèvent les taux, c'est sûr que ça risque de freiner la croissance. Donc en tout cas, on a des leviers pour essayer d'amortir le choc dans les prochains mois. Mais vous savez bien que la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Pierre Bentata. Bravo. Pierre Bentata pour répondre à Adrienne Brotons. Ils ont fait de gros stocks de réserves de devises, les Russes? Oui, c'est ce que la montée des prix et la crise du Covid leur ont permis de faire ça. Mais au-delà de ça, en fait, la vraie capacité de la Russie va dépendre du soutien de la Chine. Est-ce que les Chinois vont acheter ce qu'on n'achète pas? Et est-ce que les Chinois vont, de façon très passive, mais accepter de prêter? Si en fait ils ont le soutien d'une économie comme la Chine, alors la Russie peut tenir longtemps. Si par contre l'Europe et les États-Unis sont capables de négocier avec la Chine, alors la Russie est dans une situation beaucoup plus précaire. Mais finalement, c'est cet acteur dont on ne parle pas beaucoup qui a un impact très important sur nos stratégies et sur la durée potentielle du conflit. Philippe Deveul. Oui, comme vous avez présenté, je vais faire un petit jeu d'esprit, c'est que la Covid, la crise de la Covid, c'était l'apéritif de ce qui va nous attendre. Parce que excusez-moi, mais alors vivement le digestif. Hein. Oui, on n'y est pas encore. Alors, il faut être un petit peu patient. La crise, l'inflation était déjà là avant la crise ouverte de la crise russo-ukrainienne. Moi, ce que je crains, c'est une répercussion. Alors évidemment sur les prix des produits de base et de première nécessité, ainsi des carburants. Mais ce qui me fait plus peur, c'est la profondeur de la crise qui risque d'atteindre les banques. Vous parlez des banques en disant « Oh, elles vont rehausser le taux d'intérêt ». Oui, mais ça, c'est bien quand tout va bien. Mais le problème, c'est qu'avec les dettes abyssales que nous avons, on peut plonger dans une crise financière qui fait qu'on perd le contrôle sur la monnaie. Ah non, mais j'espère justement qu'elles ne contrôleront pas le taux d'intérêt. Je suis d'accord avec vous. C'est un risque à prendre. Donc on est dans une situation très fragile, très dangereuse, une fois de plus. Pierre Bentata. Oui, ça c'est vrai. La crise ukrainienne, en fait, vient que se rajouter sur quelque chose qui était déjà très risqué. Notre situation, elle est très instable. On a des marchés financiers qui étaient euphoriques parce qu'ils ont été gonflés d'argent artificiel, de monnaie qui a été simplement produite par les banques centrales. En même temps, il y a une croissance qui est atone. Il y a une partie des entreprises qui auraient dû mourir pendant les 2 dernières années, mais qui ont survécu grâce aux aides qui aidaient les entreprises qui, elles, étaient pérennes. Et donc, on a ici un vrai flou sur quelle est la vraie situation économique, aussi bien aux États-Unis que chez nous, et avec un décalage complet entre ce qui se passe sur les marchés financiers et sur le marché réel. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas bon, et qui se traduit aujourd'hui qui se traduisait avant la crise ukrainienne par une inflation d'abord sur les matières premières, mais qu'on voit bien qui va se généraliser et qui est en train d'accélérer. Donc là-dessus, la crise ukrainienne, elle rajoute un effet d'accélérateur qui peut soit entraîner une panique sur le marché financier, soit dans les autres problèmes, accélérer l'inflation. Mais dans les deux cas, oui, la situation est précaire, ça c'est certain. Pierre Bentata, avant de redonner la parole aux vraies voix, François Hollande
était à l'Élysée, un endroit qu'il connaît bien avec Emmanuel Macron tout à l'heure. En sortant, il a parlé d'inflation. On a compris que l'inflation allait être forte. Avant même la crise ukrainienne, elle a fini à pratiquement 7% aux États-Unis. Alors, je ne vais pas vous demander de faire la diseuse de Bonaventure du taux d'inflation 2022 en France, mais à votre avis, on risque à être un taux d'environ combien ? On va avoir des taux qui sont dans ces ordres. Ah oui, à 10%, 7 à 10%. Même sans compter la crise ukrainienne, on est simplement en retard dans nos cycles économiques sur les États-Unis. Donc, et finalement, en fait, nos politiques monétaires, elles dépendent de la politique de la Fed. Donc, il n'y a pas vraiment de raison qu'on se retrouve dans une situation qui soit bien meilleure. Maintenant, on peut avoir des réactions, des réactions de nos politiques qui fonctionnent mieux que prévu, et on peut absorber très rapidement peut-être cette crise si elle se résout vite. Mais rajouter une crise maintenant en Ukraine, dans le conflit russo-ukrainien, sur une crise qui déjà doit amener de l'inflation, il n'y a pas de quoi être très optimiste sur les prix, ça c'est sûr. Alors ça a fait tiquer Adrienne Breton, ce qui veut vous interpeller, Pierre Bentata. Non, je suis un peu surprise sur ce que vous dites sur le niveau d'inflation qu'on pourrait avoir en France, qui se rapprocherait du niveau d'inflation des États-Unis, parce que la Banque Centrale Européenne, il me semble, avant le conflit certes en Ukraine, disait s'attendre à une inflation autour de 3%, ce qui est quand même très loin des 7% qu'on connaît aux États-Unis. Et par ailleurs, l'inflation aux États-Unis de 7%, elle s'explique par un plan de relance massif qu'a mis en place Joe Biden à son arrivée pour relancer la croissance économique aux États-Unis. Donc il l'a relancé peut-être un petit peu trop, il y a de la surchauffe, comme on dit, mais c'est sans comparaison avec ce qui a été injecté en Europe pour relancer l'économie. On a relancé beaucoup moins la croissance économique en Europe qu'elle n'a été relancée aux États-Unis, ce qui explique qu'aujourd'hui on ait une inflation plus faible. Donc il y a des éléments qui expliquent cette inflation de 7% aux États-Unis qu'on ne retrouve pas aujourd'hui en Europe. C'est pour ça que je suis un peu surprise par cette prévision très pessimiste que vous faites d'une inflation qui se rapprocherait des 10%. Pierre Bentata, redonnez le moral à Adrienne Breton. Non, je suis peut-être pessimiste. Moi, j'avais déjà prévu qu'on aurait une inflation très forte en mars 2019. Donc, et finalement, au début, personne ne parlait d'inflation. Les économistes disaient que non, il n'y avait pas de souci. Ma lecture des choses, c'est que on n'a pas fini en fait d'absorber les changements qu'on a sur la chaîne de production mondiale. Avec ces confinements et ces arrêts à répétition et avec des mesures de soutien aux entreprises, et que on a en fait des effets d'engorgement qui sont pas terminés et dont on n'a certainement pas vu le bout. Donc je me dis que quand la machine n'est pas encore complètement repartie et qu'on a encore du soutien du côté entreprise et que la demande est forte, on a ce niveau d'inflation. Donc je serais pas surpris qu'on ait une inflation encore plus forte. Oui, bonsoir Monsieur Bentata. Je voulais juste vous poser une question. C'est Bruno Le Maire qui a demandé que la Russie soit expulsée du réseau interbancaire SWIFT. Il l'a fait il y a 1 heure ou 2, je crois. Est-ce que vous pensez que cette mesure, qui est quand même importante, qui est plus importante que les mesures de sanctions contre les oligarques ou contre même les avoirs de Poutine et Lavrov, est-ce que vous pensez que cette mesure peut vraiment être mise en place par les Européens ? Elle peut être mise enfin, techniquement, oui, elle peut être mise en place. Maintenant, politiquement, ça dépend vraiment de la position de certains acteurs qui sont beaucoup plus exposés que nous à la Russie. Oui, alors pour le dire autrement, ça dépend de l'Allemagne en grande partie. Oui, en fait. Ah oui, donc vous y croyez pas du tout, quoi. Oui. Enfin, sur le plan technique et même d'un point de vue de la menace, ça me paraît être une menace qui est beaucoup plus crédible et beaucoup plus puissante que ce qui a été annoncé. Mais étant donné la situation de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie et la dépendance dans laquelle elle s'est mise, je me dirais que là, dans ce cas-là, l'Allemagne avance vraiment dans le sens de l'Europe, mais je serais assez étonné, ça correspondrait pas vraiment à la stratégie de l'Allemagne et à son positionnement vis-à-vis de l'Europe au cours des dernières années. Philippe Deveux. Oui, alors en général, les sanctions ne profitent à personne, aussi bien pour ceux qui sanctionnent que pour ceux qui sont sanctionnés, et ne sont inefficaces. On l'a vu avec l'Irak, où les sanctions qui étaient faites n'avaient pas donné les résultats escomptés par les Occidentaux, hein, surtout par l'Amérique. Et d'ailleurs, ça avait pénalisé d'ailleurs plus la population que les dirigeants. Et ça n'avait pas du tout affaibli le régime à l'époque de Saddam Hussein. Et c'est exactement le même cas de figure avec les sanctions qu'on applique avec la Russie. Ce sera inefficace. Et c'est en fin de compte les seuls outils dont disposent nos politiques, parce que aujourd'hui, on est dans un rapport de force.
d'une historique. On est dans un rapport de force historique. Et d'ailleurs, on reviendra dessus, comme l'avait expliqué le président Sarkozy, c'est soit la guerre ou soit la diplomatie. Donc, si on choisit la guerre, on fait la guerre. Si on choisit la diplomatie, on fait la diplomatie sans exciper les sanctions en disant vous voyez, on vous punit. Parce qu'il faut donner une chance à la diplomatie. Et on reviendra dessus au cours de notre émission. Du second débat. Oui. Pierre Bentata, justement, les sanctions, ça n'a pas toujours frappé les dirigeants, même jamais frappé les dirigeants, mais le peuple, oui. Est-ce que c'est pas une vraie question d'un point de vue économique que c'est, je vais utiliser un terme de bidas, le piou-piou qui va payer? Alors, je suis très content que vous posiez cette question parce que... Vous avez été piou-piou, vous aussi. Non, mais parce que c'est la même question qu'on devrait se poser chaque fois qu'on veut mettre en place des mesures protectionnistes. C'est exactement la même chose. On finit toujours par punir celui qui achète. Donc évidemment, là, dans ce cas-là, je vous disais, moi, en tant qu'économiste, je peux pas vous parler de la stratégie militaire. Je comprends qu'on ait peur d'envoyer des troupes et qu'on préfère essayer de punir économiquement. Évidemment, c'est une stratégie à deux bandes, c'est d'espérer que la population en souffrant finisse par exprimer une grogne trop importante. Mais ça ne touchera pas directement le pouvoir, vous avez raison. Mais c'est la même question qui se pose de façon beaucoup plus large chaque fois qu'on tente de mettre en place des mesures qui augmentent les prix de nos partenaires ou de nos adversaires en l'occurrence. C'est toujours la population qui souffre. Adrienne Breton. Oui, alors sur ce débat sur l'efficacité des sanctions, on en parle beaucoup en ce moment, et souvent ceux qui disent que les sanctions sont inefficaces oublient de citer un exemple qui est l'exemple de succès, qui est quand même l'apartheid. Il faut quand même se souvenir que l'apartheid s'est arrêté en Afrique du Sud parce que les pays occidentaux ont mis en place des sanctions contre le régime en Afrique du Sud et que ça a fait céder ce pays-là. Donc les sanctions ne sont pas toujours inefficaces et c'est quand même un exemple remarquable que celui de l'Afrique du Sud. Deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut sortir un peu de ces débats de boutiquiers. Oui, bien évidemment, mettre en place des sanctions, ça peut avoir un impact. Peut-être que nos agriculteurs vont en souffrir, il faudra qu'on les aide. Peut-être que le prix à la pompe va augmenter, il faudra là aussi qu'on puisse aider les personnes qui ont du mal à faire le plein d'essence. Oui, effectivement, ça aura un impact. Mais c'est aussi important dans l'histoire de savoir défendre nos valeurs. Et là, on est dans une situation où ce sont quand même les valeurs occidentales qui sont attaquées. Alors soit on le fait avec des troupes, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Le minimum qu'on puisse faire, c'est de mettre en place des sanctions. Ça aura peut-être un impact, mais parfois c'est aussi important de savoir prendre sur soi pour défendre un modèle auquel on croit. Pierre Bentata, outre le modèle, sachant que la Chine a dit qu'elle achèterait tout le blé russe, et c'est quand même 1 milliard, allez, 400 millions, ils savent pas trop eux-mêmes, à 60 millions près, a priori, de consommateurs, est-ce que les sanctions, ça a un sens si vous avez le premier marché du monde qui vous ouvre grand ses bras? C'est tout le problème, c'est ce que je vous disais au début, c'est la vraie question pour avoir quand même quelque chose qui soit efficace, c'est d'être capable d'aller négocier avec la Chine. Parce que si la Chine soutient et décide de soutenir davantage économiquement la Russie, dans ce cas-là, ça risque de ne pas avoir d'effet. Merci beaucoup Pierre Bentata, économiste, président du cabinet Rinzen et cofondateur du Cercle de Belém. Verdict sur Twitter. Le premier débat. Avec la guerre en Ukraine, craignez-vous une crise économique mondiale? Eh bien, vous étiez 63,9, ça a baissé au fur et à mesure, vous êtes 62,1% à dire oui. La preuve que les vraies voix vous redonnent le moral en ce vendredi soir, alors qu'il est presque 17h50. Les vraies voix, ça vous dirait le quiz de la présidentielle? Vous avez bien suivi la campagne cette semaine? On va voir si on répond aux écoutez, questions. là, il y a beaucoup à gagner. Il faut avoir ses parrainages pour jouer ou pas? Non, c'est ouvert à tout le monde. On se retrouve tout de suite.